L'Amérique a donc fait son choix cette nuit, désigné Donald Trump pour accéder en janvier prochain à la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain a remporté son pari fou, s'installer dans le fauteuil de Barack Obama. Ce sera en janvier prochain. Son camp avait beau croire en la victoire, il est comme tout le pays stupéfait de ce résultat. Dans son premier discours, Donald Trump dit espérer un dialogue constructif. Il s'engage à avoir des relations honnêtes avec les autres pays, une intervention plutôt rassurante. Et pourtant les marchés ont dévissé, inquiétude en Asie, en Europe. En Asie, il y a eu cette réunion d'urgence du ministère des Finances japonaise, de la Banque centrale également ce matin. Et puis l'autre enjeu de cette élection, c'était le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants qui restent aux mains des Républicains. Une majorité qui permettra à Donald Trump de gouverner plus aisément. De ces résultats dépendait la possibilité pour le Commander-in-Chief de mettre en place sa propre politique. Vous verrez. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale France 24, toujours à l'heure américaine, pour vous faire vivre donc ce choix américain, ce choix et ce visage pleuré par les uns, fêté par les autres. Une partie de la nuit, le visage du futur président américain, 45e président des États-Unis. Ce sera lui, ce sera Donald Trump. Il s'est imposé cette nuit dans l'essentiel des grands États clés, Floride, Ohio, Caroline du Nord, Pennsylvanie. Le républicain dont beaucoup riaient pourtant l'annonce de sa candidature en juin 2015. Il a finalement réussi à s'imposer, à faire mentir aussi les sondages, car faut-il le rappeler, jusqu'à hier soir, c'est Hillary Clinton que les enquêtes d'opinion plaçaient en tête. Lui, il avait prédit un cataclysme à la hauteur du Brexit. Il vit donc probablement une nuit jubilatoire. Donald Trump qui s'est présenté triomphalement tout à l'heure, vous le voyez, dans l'enceinte de l'hôtel Hilton de Manhattan, près de la Trump Tower. Dans ce premier discours, il s'est présenté comme le président de tous les Américains. On l'écoute. Il est désormais temps pour les États-Unis de soigner les plaies de la division, de se réunir. À tous les républicains, démocrates et indépendants à travers le pays, je vous le dis, il est temps pour nous de nous rassembler, telle une nation unie. Il est temps. Et on va prendre tout de suite la direction de Washington, retrouver notre envoyé spécial James André. James, nous étions tout à l'heure avec vous, vous nous faisiez part de ce calme immense qui est en train de prévaloir évidemment à Washington. Pas de réaction, toujours pas de réaction du côté de Barack Obama. On imagine qu'on est en train de préparer aussi ces interventions, ces multiples interventions de demain, quand les Américains se seront réveillés, quand les Américains aussi auront digéré la nouvelle. Hillary Clinton, elle doit s'exprimer d'ailleurs dès le réveil, elle aussi. Oui, effectivement, Hillary Clinton a fait le choix de ne pas s'exprimer ce soir. On imagine dans quelle situation se trouve Hillary Clinton. Elle est effectivement battue par Donald Trump, elle était donnée victorieuse. On a vu les courbes se croiser en direct durant toute cette soirée. Ça a été quelque chose de tout à fait étonnant. Tout ce que toutes les prévisions qui avaient été faites sont tombées une à une durant toute cette soirée. On avait encore confiance au niveau de la campagne d'Hillary Clinton lorsque la Floride commençait à apparaître gagnée par Donald Trump. Il laissait entendre que la Floride allait se retourner, qu'ils allaient gagner la Floride. Eh bien, finalement, ça n'est pas arrivé. Donc, Hillary Clinton qui a joué son va-tout dans cette campagne, qui a mis en jeu 30 ans de carrière politique, qui a mis en jeu toute sa compétence lors des débats qui ont été annoncés gagnés par la presse et qui finalement va subir cette défaite. C'est un camouflet terrible. Donc pourquoi n'a-t-elle pas pris la parole? En tout cas, elle a concédé sa défaite par téléphone à Donald Trump. Mais que va-t-elle dire demain pour ici, c'est-à-dire dans quelques heures? Eh bien ça, c'est une vraie question. Même chose pour Barack Obama. Pour Barack Obama, c'est aussi un terrible camouflet. Il faut voir qu'il avait misé sur Hillary Clinton pour défendre son héritage, pour défendre tout ce qu'il avait fait. Et finalement, c'est un homme qui remet en question toute sa politique de 8 ans qui, aujourd'hui, va donc arriver au pouvoir. James, l'autre enjeu de cette élection, c'était évidemment le Congrès. On élisait cette nuit les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants. Et là aussi, victoire parfaite pour les Républicains. Absolument, victoire pour les Républicains. Les Républicains qui conservent les deux chambres du Congrès, aussi bien le Sénat que la Chambre des représentants. Donc très clairement, Donald Trump va avoir les mains libres pour gouverner. C'était une vraie question. Il était possible que le Sénat bascule du côté démocrate. Pour ce qui était de la Chambre des représentants, c'était extrêmement improbable. Et donc là, très clairement, c'est toute
toutes les États-Unis qui sont passés au rouge, qui sont passés républicains, un peu à l'image de cette carte des États qui ont voté pour Donald Trump. Donc c'est un véritable changement en profondeur de toute la politique américaine qui s'opère aujourd'hui. C'est également des changements très importants au niveau de toute l'administration. Il faut bien voir que lorsque Donald Trump prendra le pouvoir au mois de janvier, eh bien, il va y avoir des changements en profondeur dans toutes les grandes administrations américaines. Donc ici à Washington, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils vont perdre leur job dans les semaines qui viennent. Et il y a beaucoup d'observateurs internationaux notamment qui se demandent ce qui va se passer. Il faut voir qu'ici, il y a toutes les ambassades, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale et personne ne sait exactement comment Donald Trump va réagir sur la scène internationale. James Henry en direct de Washington. Merci beaucoup, James. Avec moi sur ce plateau, une nouvelle invitée, Hélène Arter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Rennes 2, vice-présidente de l'Institut des Amériques. Vous avez notamment écrit Les présidents américains en collaboration avec André Caspi. Une question justement sur le futur président américain. On n'en a pas d'autres comme celui-là dans le chapeau jusqu'ici. Ah non, c'est une première. Les médias américains rappelaient que c'était la première fois de l'histoire qu'était élu un homme qui n'avait pas eu de fonction élective ou qui n'avait pas eu une expérience de l'armée. Donc finalement, c'est peut-être le moment d'euphorie pour le nouveau président élu, mais c'est maintenant que les problèmes commencent, pour reprendre une formule célèbre. Il va falloir habiter la fonction et se mettre à composer un gouvernement. Il va aussi falloir peut-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prendre la mesure de ce qu'il attend. Bien sûr. Une tâche immense qu'il attend. Quand on voit les réactions du monde entier, chaque chancellerie est déjà en train d'essayer de défendre son bout de gras, si je puis me permettre. Pas certain que Donald Trump ait encore réalisé ce qui va arriver devant lui en janvier, quand il accédera à la Maison-Blanche. Ce qui est bien dans le système américain, c'est qu'on prévoit une longue période de transition qui va nous conduire jusqu'au 20 janvier. Il est déjà prévu des rencontres entre lui et le président Obama, qui va le tenir au courant des principaux dossiers de politique intérieure, de politique extérieure. Il va avoir des briefings militaires. Donc on peut espérer que ces quasiment 2 mois soient l'occasion pour lui de rentrer un peu plus dans le réel de ce qu'est la fonction de président des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il aura les épaules pour tenir 4 ans ? L'avenir nous le dira. Je crois qu'un des grands enjeux, vous l'avez bien dit, c'est le Congrès. Il a un Sénat qui va être républicain, une Chambre qui va être républicaine. Il va pouvoir nommer un juge à la Cour suprême qui va aller dans le sens de ses idées. Donc on sent qu'il a une fenêtre d'opportunité dans les semaines et les mois à venir. Finalement, que va-t-il faire de ces 100 premiers jours ? Et puis le grand défi est de savoir quels sont les hommes et les femmes qu'il va nommer au poste de responsabilité, en particulier sur des postes aussi importants que le secrétaire au Trésor, le secrétaire d'État. Je crois que ça, c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on a déjà justement une idée de ce qui sera, Virginie Hertz nous a rejoint également sur ce plateau, bonjour Virginie, de ce qui sera son équipe? Alors il est peut-être trop tôt pour en parler, mais on sait qu'il est assez fidèle, qu'il ne va pas pardonner si facilement que ça à ceux qui lui ont tourné le dos. Ils sont nombreux du côté des Républicains. Ça fait partie aussi des autres enjeux, se réconcilier cette famille profondément divisée. Est-ce qu'on a une idée demain de qui seront les hommes forts, les personnalités fortes sur qui il pourra compter ? On a des petites idées, mais je vais peut-être vous laisser répondre plus tôt, mais je pense qu'il va falloir qu'il fasse de la conciliation. Le Parti républicain, on voyait Paul Ryan tout à l'heure à l'écran, a été divisé, ne croit pas, et les sondages disent quand même que 60% des Américains ont peut-être voté, mais s'interrogent sur le fait est-ce qu'il sera capable de faire le job. Oui, juste pour compléter, en fait, ce qui était surprenant aussi dans son discours d'inauguration, c'est que lui-même avait l'air presque d'être surpris d'arriver à cette... Il a fait un quart d'heure... tout à l'heure, c'est pas certain qu'il avait prévu ce discours et qu'il était écrit. Voilà, il a fait un quart d'heure de remerciements, mais il avait, en tout cas, il n'a pas parlé particulièrement de programme, et on peut aussi imaginer et parier sur le fait que le Parti républicain va essayer au maximum de l'encadrer. Alors évidemment, c'est lui qui pourra choisir ses hommes, mais il a tendu la main à différentes personnalités républicaines pendant ce discours, y compris parmi ses opposants. Et donc, on peut imaginer qu'il va compter sur ces politiciens de l'establishment qu'il a longtemps critiqué pour quand même essayer de l'aider dans ses fonctions. Ça ne va pas être chose facile, ça, de réconcilier cette famille républicaine. On parlait de Paul Ryan, lui, il lui a tourné le dos il n'y a pas si longtemps que ça, en lui disant, bon, c'en est trop pour moi, je reste à l'écart, je ne défendrai plus Donald Trump. Comment est-ce qu'ils vont être amenés à composer demain ?
C'est-à-dire que Donald Trump a changé de fonction. Il n'est plus le candidat du Parti républicain, il est le président élu. À partir du 20 janvier, il sera le président des États-Unis. Et il y a quand même cette tradition très républicaine, très américaine, dans les premières semaines de faire corps derrière le président. Donc je pense que le Parti républicain va se reconstituer autour de l'objectif qui va être de faire fonctionner le pays en ayant à l'esprit les midterms dans 2 ans, la présidentielle dans 4 ans. Trump a bien dit dans son discours qu'il se projetait peut-être pour un 2e mandat. Donc je crois que l'unité va prévaloir, du moins dans les premiers temps, et puis ensuite on verra. Alors, on va faire un petit crochet par différents pays pour vous faire vivre évidemment les nombreuses réactions qui sont en train de tomber depuis plusieurs heures maintenant. Il y a eu Vladimir Poutine qui s'est très vite félicité de cette annonce. Le président égyptien qui a été le premier des dirigeants étrangers à appeler Donald Trump pour là aussi le féliciter. Il y a ces réactions européennes, beaucoup de craintes, d'incertitudes, même si en Allemagne, le chef de la diplomatie allemande l'a dit tout à l'heure, on va devoir apprendre à composer avec cela. Il a été élu, ce sera notre prochain interlocuteur. L'Union européenne, d'ailleurs, Bruxelles, qui invite Donald Trump à un sommet Union européenne-États-Unis dès qu'il le souhaitera. Et puis ces réactions à l'Est, au Proche-Orient, notamment, réaction des Palestiniens, réaction des Israéliens, là aussi, après cette victoire de Donald Trump, et puis réaction aussi de l'Irak. Alors on l'attendait celle-là, on est en direct, on me dit, avec notre correspondante à Bagdad, Anne-Sophie Lemauff. Bonjour Anne-Sophie. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui du côté de l'Irak après l'annonce de la victoire de Donald Trump ? Alors, écoutez, les réactions ne devraient pas tarder. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les élections américaines ont été suivies, très suivies ici en Irak. Les Irakiens attendent de ce changement un durcissement de l'offensive contre l'organisation de l'État islamique, une intensification des frappes d'ISIS, une claire volonté d'en finir avec les terroristes. Rappelez-vous, Trump a accusé Obama d'avoir créé l'organisation de l'État islamique. Il est allé jusqu'à évoquer les rapports même entre l'activité d'Hillary Clinton et l'épanouissement de l'extrémisme. Il a alors assuré, lors de ses meetings de campagne, qu'il allait, je cite, « détruire Daesh s'il était élu. Les jours sont comptés », a-t-il dit de Daesh. Des propos qui, il faut bien le dire, ont plu à une majorité d'Irakiens, notamment la population chiite, qui trouve la politique d'Obama trop clémente, un peu trop laxiste à l'égard du groupe État islamique. Des Irakiens qui, aujourd'hui, veulent que ces propos soient suivis immédiatement d'actes, comme s'en prendre par exemple aux familles des membres de Daesh pour susciter la peur, comme le suggérait Donald Trump. Les Irakiens attendent donc de voir comment le nouveau président compte s'y prendre. Anne-Sophie Lemauff en direct de Bagdad. Merci beaucoup Anne-Sophie. Virginie, les liens qu'entretiendra demain Donald Trump avec l'Irak, évidemment ça fait partie des grandes questions qui sont posées. Les Américains qui font partie de cette coalition internationale contre l'organisation État islamique, et puis aussi plus globalement les Américains, on s'en souvient, qui ont déclenché la guerre en Irak. C'était le précédent président républicain. Ça sonne comment dans l'esprit des Irakiens justement? Alors là, sur l'intervention en Irak, en Syrie, il y a quand même plusieurs ambiguïtés. Effectivement, Donald Trump a dit on va finir le travail. Nous allons, dans les 3 semaines qui viennent, mettre un terme à Daesh, mais a sorti aussi du message nous allons repartir le plus vite possible. Parce que Donald Trump est plutôt isolationniste. Il veut rétablir la grandeur de l'Amérique, la puissance de l'Amérique, mais pas en se projetant à l'étranger, en intervenant sur des théâtres étrangers. Au contraire, en favorisant la prospérité intérieure et donc en isolant le pays. Et donc l'idée c'est il va évidemment finir ce qu'a lancé le président Obama à Mossoul, à Raqqa. On suppose aussi, comme il va y avoir certainement un rapprochement ou une certaine détente avec Vladimir Poutine, que la coopération militaire russo-américaine va être peut-être un petit peu plus poussée dans la lutte contre Daesh, mais on peut aussi s'attendre à ce que très rapidement il veuille se retirer de ce terrain. En fait, en matière de politique étrangère, il faut quand même
aussi rappeler que Donald Trump a donné très peu d'indications, que ça ne fait pas partie de ses priorités, en tout cas dans la campagne, il en a très peu parlé. Ses conseillers en matière de politique étrangère, de diplomatie, sont pas tellement connus, donc il y a une certaine forme d'incertitude, et d'ailleurs on voit dans la plupart des réactions qui viennent, beaucoup de questions se posent, que ce soit du côté de Bruxelles ou encore d'ailleurs. Là, une autre certitude quand même, c'est à propos de l'Iran. Il est très critique vis-à-vis de l'Iran. Il a dit qu'il voulait remettre en cause les accords de Vienne. Qui fait partie des grandes avancées sous Barack Obama. Sous Barack Obama. Alors là, la question se pose, est-ce qu'il va avoir un soutien nécessaire au niveau du Congrès, au niveau du Sénat? C'est possible, c'est probable. De la même manière, en matière d'environnement, il pourrait revenir sur le traité de Paris. Mais encore une fois, voilà, il y a eu l'homme qui a fait la campagne, qui a donné certaines indications, et il y a l'homme qui va devenir président et qui va devoir être peut-être un petit peu plus pragmatique, qui va être encadré par certains membres du Parti républicain, un Parti républicain qui jusqu'à présent était plutôt interventionniste, voulait plutôt, enfin en tout cas la tendance néoconservatrice à vouloir agir à l'étranger. Donald Trump se démarque tout à fait de cette tradition, et voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Juste quand même un dernier point par rapport à l'Europe et par rapport à l'OTAN, dans cette vision de retrait ou d'isolationniste. Ce que veut Donald Trump également, c'est faire payer plus les Européens et en Asie les Asiatiques pour la protection militaire américaine. Avant de retourner à Washington, puisqu'on est dans les réactions internationales, on va aller en Israël. Pendant la campagne, les plus proches conseillers de Donald Trump affirmaient qu'il déplacerait l'ambassade américaine à Jérusalem s'il était élu. C'est dire ses liens avec l'État hébreu. On retrouve tout de suite sur place notre correspondant Cyril Payen. Cyril, il y a déjà une réaction qu'on a retenue en tout cas ici. Réaction d'un ministre israélien disant « L'idée d'un État palestinien est désormais révolue ». Oui, effectivement. Et puis il semble ici que les prières de certains religieux ultra-orthodoxes ces dernières 48 heures qui priaient pour cette victoire de Donald Trump, parce qu'il voyait tout simplement d'un très mauvais œil la candidature et une présidence d'une femme dans cette Amérique, vous l'avez dit, qui est un allié économique et surtout militaire depuis de nombreuses années, allié d'Israël. Donc au-delà de l'anecdote, c'est vrai que l'onde de choc de cette victoire surprise du candidat Trump est célébrée par une partie évidemment de l'extrême droite, dont certains membres sont au gouvernement effectivement, également par les milieux religieux. Il faut savoir qu'il y a une importante communauté américaine présente, de juifs américains présente en Israël, plus de 200 000 qui ont plutôt voté à droite. Mais on attend également avec quelques méfiances aussi, car il est vrai, le candidat Trump a fait énormément. Il n'a pas lésiné sur les promesses électorales en tendant la main à Israël. Il est plutôt d'une tendance pro-israélienne. Donc par exemple, c'est vrai, il avait annoncé que la capitale, l'ambassade américaine serait déplacée depuis Tel Aviv, qui est le poumon économique diplomatique d'Israël, vers Jérusalem, hautement symbolique. Jérusalem est la capitale autoproclamée de l'État hébreu, mais ce qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est un geste assez fort et effectivement, on attend beaucoup, mais on sait qu'il y a beaucoup d'inconstance, d'inconsistance peut-être, de confusion dans les messages variés qu'a pu lancer le candidat Trump, et on s'attend maintenant à voir ce qui va tenir sur le sort de ses promesses dans la réalisation quand il est bien maintenant concrètement président. Merci beaucoup Cyril, en direct de Jérusalem. Donc, à noter également cette autre réaction, c'est la présidence palestinienne qui a appelé tout à l'heure Donald Trump à œuvrer à l'établissement d'un État palestinien, ce que l'administration américaine sur le départ n'a pas réussi. On va retourner à Washington, donc, où nous attend James André. James, cette question qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ensemble, Hillary Clinton s'apprêtait à remporter cette élection. Tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion jusque-là la donnaient en tête. Ça faisait quasiment aucun doute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donald Trump, ce discours, il n'était vraisemblablement pas préparé. Lui-même ne s'apprêtait probablement pas à remporter ce soir la présidence américaine. Pourquoi aujourd'hui, James, tout le monde s'est trompé ?
Mais écoutez, il y avait un consensus, effectivement, selon lequel, par exemple, la forte participation était forcément à mettre au crédit de Hillary Clinton. Alors, ce que disaient les deux partis était totalement différent. Du côté d'Hillary Clinton, on disait, voilà, on a réussi à faire sortir les latinos pour qu'ils aillent voter contre Donald Trump. Côté Trump, on disait, non, nous avons créé un nouvel électorat, des gens qui n'avaient jamais voté jusqu'ici, qui se sont inscrits sur les listes électorales, et ce sont eux qui sont venus grossir les rangs des électeurs. Et bien finalement, il semblerait bien que ce soit du côté de Donald Trump qu'il y ait eu le maximum de bonus, si vous voulez, par rapport à cette participation record. Il faut se souvenir que pour cette élection, il y avait 226 millions d'électeurs inscrits. C'est le plus grand nombre d'électeurs inscrits de l'histoire des États-Unis. Alors, le fait est que quand on regarde la démographie des gens qui ont voté pour Donald Trump, déjà une chose importante, il a réussi à convaincre l'électorat des chrétiens évangélistes blancs. 81% des chrétiens évangélistes blancs à l'échelle des États-Unis ont voté pour Donald Trump, contre 18% pour Hillary Clinton. Ils avaient regardé ce candidat avec méfiance. Manifestement, le fait qu'il ait choisi Mike Pence comme colistier, qu'il ait un petit peu modifié son discours, a clairement joué en sa faveur et il a raflé cet électorat-là. Même chose au niveau des électeurs blancs de la classe moyenne ou de la classe ouvrière qui n'ont pas de diplôme d'université. Il a pris 67% de cet électorat-là, hommes et femmes confondus. C'est un chiffre énorme, ça ne s'était pas vu depuis les années 80. Et à l'époque, c'était les démocrates qui prenaient cet électorat-là. Donc on a là un report de voix qui est très très clair. Il a réussi à convaincre vraiment le cœur de cible de son électorat. Et du côté d'Hillary Clinton, eh bien, Hillary Clinton a su convaincre près de 80% de l'électorat noir. Elle a aussi raflé une très très grande partie de l'électorat latino. Mais cela n'a pas suffi à barrer la route à Trump. Dernière chose, il y a eu des taux de participation absolument records dans toutes les zones rurales, des zones où habituellement le taux de participation est faible. Et bien cette fois-ci, ces gens-là qui sont massivement pro-Trump sont allés aux urnes. Et c'est pour cela qu'on a eu cette surprise électorale. Ce qui est sûr, c'est que les sondeurs ne l'avaient pas vu, la presse ne l'avait pas vu venir non plus, et donc il va certainement falloir revoir les modèles qui jusqu'ici étaient utilisés pour évaluer les résultats des élections américaines. Merci beaucoup James, enfin ça on le dit pour le coup à chaque fois, après chaque élection où on est pris par surprise. Hélène Arthur, Donald Trump, la recette de son succès c'est quoi? C'est d'avoir su ressusciter les morts, ceux qui n'avaient pas voté depuis des années? Oui, je trouve qu'il y a dans son discours quand même des rappels de la campagne de Ronald Reagan. L'appel aussi aux Américains oubliés, c'est-à-dire cette classe populaire blanche qui s'est sentie sur le bas-côté, notamment autour des questions économiques. Donc, et puis aussi, je crois qu'il y a un rejet de la politique de Barack Obama. Il me semble aussi qu'il faut mettre les choses en perspective, c'est-à-dire qu'on est surpris, mais on ne devrait pas l'être autant que ça. Finalement, les midterms d'il y a 2 ans ont quand même envoyé un signal extrêmement fort en élisant à la fois un Sénat, une Chambre des représentants républicains. Finalement, on est dans une continuité des élections d'il y a 2 ans. Et même si ça peut paraître bizarre d'Europe, finalement, Barack Obama, c'est une parenthèse dans l'histoire américaine, avec George W. Bush qui fait 2 mandats et le retour des républicains. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que ce sont les républicains qui l'emportent? Est-ce que ce n'est pas justement l'image d'un homme qui va à contre-courant plus que le parti qui a su séduire l'électorat américain? C'est les deux. Je pense au niveau local, c'est plutôt les idées républicaines conservatrices. Et au niveau national, on vote pour un caractère et une personnalité. Hillary Clinton n'a pas su susciter l'enthousiasme, comme elle n'avait pas su le faire d'ailleurs il y a 4 ans. Trump promet le changement, et je crois que c'est cette idée de changement, de je vote contre l'establishment républicain, je vote contre l'establishment démocrate, en fait, contre ceux qui ont le pouvoir à Washington. C'est un classique de la politique américaine. On pourrait citer des tas d'élections qui sont sur le même modèle, finalement. Karina Chabour, vous nous avez rejoint, vous êtes spécialisée questions économiques pour France 24. On évoquait à l'instant le bilan économique de Barack Obama. Il laisse le pays dans quel état aujourd'hui? Écoutez, disons que si on regarde les indicateurs, ils sont plutôt positifs. On voit une croissance qui est revenue, d'ailleurs dès 2010, très peu de temps après cette terrible crise financière de 2008. Mais pour autant, c'est une croissance qui est modérée, qui est de l'ordre de 2% et qui même cette année est prévue à 1,6%, soit moins finalement que la zone euro. Et cette croissance, elle fait de nombreux oubliés. Vous en avez parlé, il y a eu
ce qu'on a présenté longtemps comme étant le succès de Barack Obama, qui a été le fait de quasiment diviser par 2 le nombre de chômeurs. Mais parmi, si vous voulez, ces personnes qui ont retrouvé un emploi, il y a beaucoup d'emplois de mauvaise qualité, des salaires qui stagnent, qui sont faibles, qui obligent certaines personnes à cumuler des emplois. Et puis, parallèlement, un revenu des Américains qui stagne, voire qui chute, et en tout cas qui est très très loin de celui du début des années 2000. Et c'est ces sentiments de frustration, ce sentiment d'être laissé pour compte qui a sans doute alimenté en partie ce vote en faveur de Donald Trump. Voilà, une victoire qui suscite une très grosse inquiétude sur les marchés. On en parle depuis tout à l'heure. J'imagine que vous avez de nouveaux chiffres. On parlait des places asiatiques. Les marchés européens également, ça donne quoi? Mais écoutez, ils sont en chute globalement. Effectivement, la réaction est très négative sur toutes les places financières. En Europe, ça avait très mal commencé à l'ouverture avec des chutes de l'ordre de 3%. Finalement, ça va un petit peu mieux en ce moment. On voit, ça c'est à l'ouverture, mais en ce moment, c'est plutôt de l'ordre de 1,5%. Effectivement, au Japon, la chute, elle était très marquée. Ce matin, le marché japonais a clôturé en chute de plus de 5% et ça a même conduit le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Japon à se réunir en urgence. Puis l'autre conséquence, c'est vraiment sur le marché des changes où on voit un dollar en chute et surtout un peso mexicain qui lui a même chuté un temps de l'ordre de 13% et qui est effectivement en première ligne une monnaie mexicaine qui chute terriblement. Disons que c'est une volatilité, une nervosité. Ça nous rappelle le Brexit. Ça va durer sûrement plusieurs jours, plusieurs semaines. Le temps, disons, pour les investisseurs d'y voir plus clair sur la réalité du programme et notamment du programme économique de Donald Trump. Pas si sûr qu'on le sache tout de suite, puisque ce qui inquiète aussi ces marchés américains, c'est la personnalité, le tempérament, évidemment. Donald Trump, on le dit imprévisible. D'ailleurs, pour rappel, la présidente de sa campagne lui avait retiré son téléphone portable ces derniers jours pour pas qu'il utilise son compte Twitter à son détriment. D'ailleurs, c'est dire à quel point il est imprévisible. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'il a beau être milliardaire, il a beau être pragmatique, il inquiète fortement les milieux d'affaires. Il a vraiment cette image d'être imprévisible, instable, indiscipliné. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il a même prévenu qu'il représenterait un Brexit puissance 10. Et puis aussi, les milieux d'affaires soulignent le fait qu'il n'a aucune expérience en politique. Ils mettent en cause ses capacités à gouverner, d'autant que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de son équipe, avec qui il va s'entourer pour mettre ces mesures à exécution. Et c'est là-dessus, c'est vraiment dans cette période de transition qu'on va regarder quelle sera cette équipe et quel sera effectivement l'état, enfin en tout cas l'application de ce programme économique qui par ailleurs inquiète énormément. On va retourner en interne, on va parler de ces états clés évidemment qui auront compté pour arriver à ce résultat, pour faire élire Donald Trump. L'un des états que les deux candidats se seront disputés jusqu'à la dernière minute. Barack Obama lui-même en personne s'y était rendu à plusieurs reprises pour s'exprimer en faveur d'Hillary Clinton, pour la soutenir un maximum. C'est évidemment la Floride, cet état où les candidats étaient donc présents quasiment plusieurs fois par semaine ces derniers temps. Très convoité, l'État a rapporté 29 grands électeurs aux candidats républicains, portant un coup très dur évidemment à son adversaire Hillary Clinton. Ce grand État du Sud-Est qui repasse donc dans le giron républicain après avoir voté pour Barack Obama lors de sa réélection en 2012. Les chiffres du vote anticipé indiquaient une explosion du vote latino ces derniers jours, plus 129% par rapport à 2008 selon la chaîne CNN. Le vote des hispaniques qui n'aura donc pas suffi à sauver Hillary Clinton cette nuit. Alors pourquoi un tel résultat? Élément de réponse avec Sophie Prichoni à Miami. Écoutez. La joie des supporters républicains ici à Miami est à la hauteur de la surprise de cette victoire de Donald Trump. Il a fait déjouer tous les sondages ici en Floride. La communauté hispanique ne s'est donc pas mobilisée comme prévu pour Hillary Clinton. Au contraire, parmi, par exemple, les Américains d'origine cubaine vivant en Floride, ils ont préféré le candidat Donald Trump par rapport à sa promesse de faire cesser les relations entre l'Amérique et Cuba. Une ouverture prévue initialement il y a 1 an par Barack Obama, un argument qui a sans doute été décisif dans cette victoire. Au Sénat, c'est également le républicain Marco Rubio qui conserve son siège. Alors la Floride, après 8 ans de vote démocrate, est donc passée du côté républicain en accordant 29 grands électeurs à Donald Trump. Elle a joué un rôle décisif dans sa victoire pour la Maison-Blanche.
Voilà donc pour cet état de la Floride, Donald Trump qui aura raflé pendant toute cette nuit la quasi-totalité de ses États clés qui lui auront servi cette victoire. Une nuit très courte pour les Américains qui auront finalement senti le vent tourner assez rapidement. Cette nuit, elle était censée propulser une femme à la tête des États-Unis. Le cataclysme annoncé par Donald Trump s'est finalement produit. On revient sur cette nuit folle donc en images avec Marc Pope. Tout au long de la soirée, la tension a été à son comble. Chez les républicains comme chez les démocrates, les partisans ont suivi de près les résultats sautant de joie dès que leur candidat l'emportait dans un État. Mais à ce jeu-là, c'est Donald Trump qui prend rapidement l'avantage. Le milliardaire américain a tweeté cette photo de lui surveillant les résultats. Un à un, il remporte la majorité des États clés, dont la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, mais surtout la Floride. C'est bien sûr une grande surprise ici en Floride. C'est une belle victoire pour Trump. Il devait l'emporter ici pour gagner l'élection présidentielle. Il l'a fait et il est même allé plus loin. Au fur et à mesure que la carte des États-Unis se colore en rouge, les visages des démocrates, eux, s'assombrissent. Rapidement, tous comprennent que les chances d'Hillary s'envolent. Mais contre toute attente, son directeur de campagne s'adresse aux partisans. Le clan démocrate ne reconnaît pas sa défaite. Plusieurs États sont trop serrés pour se prononcer, donc nous n'allons pas pouvoir dire quelque chose ce soir. Je vous conseille donc de rentrer chez vous, rentrez-vous reposer, nous pourrons en dire plus demain. Pourtant, quelques minutes plus tard, Hillary Clinton appelle son adversaire pour reconnaître sa défaite. Donald Trump accède donc à la Maison-Blanche. Les républicains sortent largement gagnants de cette élection. Le parti conserve en effet la majorité au Sénat ainsi qu'à la Chambre des représentants, ouvrant la voie à une présidence confortable pour Donald Trump. Hélène Arthur, tiens, on va rebondir sur cette image qu'on vient de voir. Oui. Donald Trump, il aura passé de longues minutes à remercier son staff, les membres de sa famille aussi. Ils étaient tous au complet pour évidemment cette photo de famille sur ce podium pour célébrer la victoire de Donald Trump. C'est un clan aujourd'hui qui l'emporte, très clairement. Il a compté sur les siens jusqu'au bout. Ah oui, c'est très américain. Ça rappelle la famille Bush, George Bush en 92, avec ses enfants, les petits-enfants, etc. Donc on est vraiment dans la projection de cette image familiale et d'une famille finalement moderne, puisque finalement il a 3 mariages. Donc on est vraiment dans cette famille américaine assez banale finalement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Donald Trump? Comment est-ce qu'elle se passe cette nuit après cette annonce de la victoire? Bon, Hillary Clinton, on sait qu'elle a décidé de garder le silence pour s'exprimer. Donc dans quelques heures, au moment où les Américains se réveilleront, ça doit être très difficile pour elle. Donald Trump, lui, ça doit être aussi compliqué dans sa tête. Comment on passe ces heures-là? Il y a eu la fête d'organiser. Alors, je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, je vous rassure de suite. Le programme de ces candidats qui accèdent comme ça en quelques heures au poste suprême. Ça sera en janvier prochain, évidemment, l'accession à la Maison-Blanche. Mais on sait un peu comment est-ce que ça se passe. Il y a évidemment ce staff qui doit se resserrer immédiatement autour de lui, comme pour faire bouclier. Oui, et puis on l'a bien dit, il reçoit des messages de tous les grands de ce monde. Tout le monde a quelque chose à dire, il faut y répondre. Donc, il n'est pas encore prêt à partir en vacances, pour le coup, et on attend beaucoup de lui, et on attend d'autant plus qu'on se pose beaucoup de questions, donc il va falloir assurer. Et je crois que les indicateurs économiques, la bourse de Tokyo, qui ont décroché, vont l'obliger à ne pas partir, mais au contraire à rassurer, et montrer qu'il est vraiment un homme qui va pouvoir incarner une forme de stabilité, parce qu'en fait l'enjeu il est là. Très clairement. On va poser la question justement à James André. James, vous qui vous trouvez à Washington, le programme qui va donc s'annoncer des plus chargés pour Donald Trump. La tâche, elle est des plus compliquées. Il y a de nombreux défis à relever. On les a quasiment tous cités ici. L'enjeu économique, sécuritaire. Il va falloir composer avec les voisins. Chacun est en train de réclamer ici et là de faire part de ses requêtes. Il va falloir aussi et surtout se réconcilier avec son propre camp. Et là, c'est pas gagné. Effectivement, c'est pas évident. C'est vrai que pour l'instant, il y a une union de façade, mais il faut se souvenir, par exemple, que j'avais couvert, moi, pour France 24, la convention républicaine, et j'avais pu mesurer à quel point le parti était extrêmement divisé. Il faut se souvenir que pour la première fois, par exemple, lors d'une convention, qu'elle soit républicaine ou démocrate, eh bien, le gouverneur de l'État dans lequel il était organisé n'était pas présent. Il n'est pas venu à cette convention. Aucun des anciens présidents républicains encore en vie n'est venu à la convention
convention de Donald Trump. Donald Trump a utilisé l'un de ses enfants ou l'un des membres de sa famille chaque soir durant cette convention. Ted Cruz, qui était venu et qui a pris la parole dans cette convention, n'a pas dit qu'il soutenait Donald Trump. Cette convention a été quelque part une sorte de fiasco à l'époque. Et nous, on a pu parler à beaucoup de délégués républicains qui étaient vraiment contre Donald Trump, qui le soutenaient éventuellement du bout des lèvres ou qui avaient de sévères critiques envers lui. Alors c'est vrai qu'il a changé sa rhétorique après. C'est vrai qu'il a choisi Mike Pence comme colistier, ce qui a rassuré notamment l'aile évangélique du parti. Mais il a encore ses preuves à faire. Il a aussi lui-même finalement fait campagne contre une partie de son propre camp. Et c'est vrai que même si aujourd'hui il a reconnu les qualités de ses adversaires lors de la primaire, eh bien il va falloir faire un gros travail pour arriver à retrouver le soutien viscéral, on va dire, du Parti républicain. Alors certes, il va y avoir des postes en jeu, il va y avoir des opportunités pour les politiciens républicains, bien sûr, mais il va falloir qu'il arrive à réunifier ce parti malgré tout, parce qu'il y a, malgré l'unité de façade, de réelles divisions et des courants complètement antagonistes à l'intérieur du Parti républicain. Et ça, on n'en doute pas. James, sur les swing states, tout à l'heure, on était en direct avec Miami pour ne parler que du cas de la Floride, 29 grands électeurs qui sont tombés dans l'escarcelle républicaine. Qu'est-ce qui a pêché du côté de ces États clés, autant d'États clés qui reviennent à Donald Trump? Ça, on ne l'avait clairement pas prévu. Si vous voulez, il y a aussi des tas de choses que finalement, quand on regarde, les analystes n'ont peut-être pas vu. Si on prend par exemple le cas du Michigan. Le Michigan, eh bien, c'est Détroit. Détroit, c'est Motown. C'est la fameuse... Pardon, c'est pas Motown, c'est Motor City. Enfin, c'est la ville où on produit les véhicules aux États-Unis. Il faut se souvenir que c'est une ville qui a été extrêmement durement frappée par la crise en 2008 et qu'en 2009, eh bien, General Motors, qui est l'un des grands pourvoyeurs d'emplois, a déposé le bilan, a utilisé Chapter 11, s'est restructuré et a détruit un peu plus de 20 000 emplois. Typiquement, des emplois qui n'ont pas été remplacés par des emplois qui payaient aussi bien que l'industrie automobile. Donc, quand Donald Trump arrive en disant « je vais recréer des emplois dans la production, je vais recréer des emplois qui payent bien pour les classes non diplômées », eh bien, évidemment, cela va résonner dans un État comme le Michigan. Quand on va, par exemple, en Pennsylvanie, la Pennsylvanie était quasiment acquise à Hillary Clinton au début de cette soirée. Finalement, elle est tombée chez Trump. La Pennsylvanie, alors bien sûr, il y a Philadelphie. Philadelphie, on le savait, allait voter Clinton. Mais les campagnes sont sorties en masse, les milieux ruraux sont sortis en masse. Et nous, on avait traversé cet État lorsqu'on avait couvert les conventions. On avait pu se rendre compte, on s'était arrêté à Punxsutawney, qui est une petite ville qui a longtemps vécu du charbon. On n'a trouvé absolument aucun habitant de Punxsutawney qui nous a dit qu'il souhaitait voter pour Hillary Clinton. En revanche, il y avait un vrai soutien pour Donald Trump. Toutes ces petites villes, eh bien, elles sont allées voter. Ce sont des dizaines, des centaines de Punxsutawney qui sont allés aux urnes. Et on a pu voir aussi qu'il y avait réellement des petites villes qui étaient en mauvais état, aussi bien les routes que les services publics, que finalement, tout n'était vraiment pas rose dans le milieu rural de Pennsylvanie. Et bien finalement, ça suffit à déborder démographiquement le vote des grandes villes de Pennsylvanie. Et on peut faire ce type d'analyse dans nombre de ces États. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une situation où il y avait des réalités de terrain et que le message de Donald Trump a porté dans ces États clés. Merci beaucoup James, en direct donc de Washington. On continue à faire ce tour des réactions qui continuent évidemment à tomber un peu partout dans le monde. Réaction toujours attendue du chef de l'État François Hollande qui va prendre la parole, faire une allocution à l'issue du Conseil des ministres. C'est prévu c'est prévu en tout cas à la mi-journée, donc de façon assez imminente. Notez également cette réaction de Nicolas Sarkozy, un candidat à la primaire des Républicains et du Centre. Après cette élection, pas de place pour l'impuissance, la faiblesse et le renoncement. Nicolas Sarkozy, décidément toujours en campagne. Réaction également de Vladimir Poutine, qui a été l'un des premiers à saluer, à féliciter Donald Trump pour cette victoire. Il dit avoir entendu le message du futur président américain qui évoquait la restauration des liens avec la Russie. Ça fait partie des grandes questions, évidemment. Virginie, un mot peut-être là-dessus qui nous attend pour demain. Quel lien demain entre Moscou et Washington? Là aussi, grand flou artistique, même si on a quand même une idée de ce qui pourrait se passer. Grand flou, sachant que oui, mais plutôt, on se dirige plutôt vers la détente en fait. Alors il va y avoir certainement il y a beaucoup d'interrogations, il va y avoir beaucoup de crispations sur la scène internationale, mais avec la Russie, a priori, on peut s'attendre à effectivement une forme de détente pour plusieurs raisons, parce que Donald Trump
même s'il a dit très peu de choses sur son programme diplomatique, n'est pas pour des interventions américaines sur des théâtres étrangers, plutôt pour une forme d'isolationnisme, a marqué qu'il avait une certaine forme de respect pour Vladimir Poutine, et on peut imaginer que les deux hommes rapidement s'entendent sur différents dossiers. On peut imaginer que, par exemple, en Syrie ou en Irak, ils se mettent encore plus d'accord que ne l'avait fait l'administration précédente sur la lutte contre Daesh et la priorité Ces mots ont visiblement séduit les Irakiens, c'est ce que nous disait tout à l'heure Anne-Sophie Lemoff à Bagdad. Absolument, donc c'est véritablement une priorité et que finalement le départ de Bachar al-Assad, qui restait quand même une sorte de précondition, en tout cas c'était un petit peu ambigu l'attitude d'Obama par rapport à ça, passe véritablement et littéralement en second plan, ne soit absolument plus prioritaire. On peut imaginer qu'il y aura plus de coopération militaire aussi entre l'administration américaine et les Russes pour agir dans la région. Tout à l'heure également, les Russes ont réagi en disant « nous espérons un rapprochement économique, en tout cas la fin de certaines sanctions », parce qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis de l'Ukraine. Et par rapport à la Russie, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle d'escalade, qu'on parle d'un renouveau de la guerre froide. Et peut-être que là, en tout cas sur ce dossier-là, on pourrait s'attendre plutôt à une détente et un dégel. Dans ce dialogue, d'ailleurs, Vladimir Poutine se dit à l'instant prêt à faire sa part du chemin. Ça veut dire quoi? À céder sur quelques points? Là, quitte à en obtenir d'autres de la part de Donald Trump. Ça reste assez mystérieux. Alors, sa part du chemin, est-ce que c'est sur l'Ukraine? Peut-être que c'est un des points d'achoppement, mais qu'il a plus avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Est-ce que c'est sur ce terrain-là? Est-ce que c'est sur la Syrie? Bachar al-Assad, là, vraiment, pour le moment, c'est un peu tôt pour analyser cette phrase. Voilà, en tout cas, beaucoup de réactions, vous l'aurez compris, hein. Alors que l'Amérique est toujours en train de dormir. Mounia Kassem, bonjour, vous nous avez rejoint. Vous êtes concentré sur les réactions de la presse américaine. On attend évidemment la sortie des journaux papier. Vous avez des choses à nous dire? Oui, la presse américaine qui est majoritairement incrédule, hein. C'est un peu la gueule de bois. On va voir quelques titres, notamment le New York Times qui titre tout simplement le triomphe de Donald Trump. Le même titre qu'on retrouve au Washington Post, avec ces quelques lignes, des mots que nous espérions ne jamais écrire. Dans le New York Times, on nous dit que ce qui était impensable pour des dizaines de milliers d'Américains, une grande partie du monde est arrivé. On va regarder également du côté du New Yorker. Le New Yorker, c'est très simple, c'est une tragédie américaine, et l'édito est particulièrement virulent pour le magazine. La victoire du candidat républicain n'est rien d'autre qu'une tragédie pour la République américaine, pour la Constitution, et le triomphe de l'autoritarisme, de la misogynie et du racisme. Autre mention dans cet édito, le 20 janvier prochain, eh bien, nous allons dire au revoir au premier président afro-américain. Est-il écrit, un président digne, intègre, et nous serons témoins de l'investiture d'un escroc appuyé par les forces xénophobes et le mouvement suprémaciste blanc. Hein. Le New Yorker qui y va franchement. Autre titre, la maison de l'horreur, c'est ce que va titrer le Daily News aujourd'hui. On va regarder ce que nous dit le Time. Deal with it, il faudra vous y faire. Autre titre, cette fois-ci plutôt partisan de Donald Trump. Il disait que ça ne pouvait pas arriver. C'est de le New York Post. Et puis le Breitbart, dont l'ancien président est devenu membre de la campagne de Donald Trump. Le choc, et c'est tout simplement génial. Le mouvement d'Américains ordinaires qui a étourdi l'élite. On va également jeter un œil sur le très influent Politico qui reste assez pragmatique, président Trump. Politico qui nous apprend tout simplement que dans l'entourage d'Hillary Clinton, on s'attendait un petit peu à cette défaite, en tout cas dans son cercle proche. On a toujours su que ses chances étaient très fragiles, ce qui peut expliquer ce dernier tweet, l'un des derniers tweets d'Hillary Clinton dans la nuit. Cette équipe, et je suis tellement fière de cette équipe a beaucoup de... on peut être très fier de cette équipe, et peu importe ce qu'il se passe ce soir, a-t-elle écrit « Merci pour tout ». C'est l'un des derniers tweets d'Hillary Clinton. En France, cette fois-ci, Mediapart qui titre « Un 11 septembre politique aux États-Unis ». C'est assez fort. C'est
la prise de position de Mediapart. On a parlé des réactions des politiques. Cette réaction de Marine Le Pen, bien sûr, qui a été l'une des premières à féliciter Donald Trump, et ce dessin qui illustre un petit peu peut-être cette pensée, le choc. Maintenant, il faudra peut-être attendre des dizaines d'années pour voir une femme présidente. Et on voit Marine Le Pen qui dit août 2017. On reste avec Marine Le Pen avec ce tweet. Pardonnez-moi Mounia, on m'indique que François Hollande est en train de s'apprête à prendre la parole, donc à l'issue du Conseil des ministres. On écoute tout de suite le chef de l'État français. J'ai une pensée pour Hillary Clinton, avec laquelle j'ai eu à travailler durant la présidence Obama. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Les États-Unis constituent un partenaire de tout premier plan pour la France. Et ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la situation au Moyen-Orient, ce sont les relations économiques et c'est la préservation de la planète. Sur tous ces sujets, j'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Elle entrera en fonction le 20 janvier. Mais je le ferai avec vigilance et franchise, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les États-Unis. Et l'amitié entre nos deux peuples et notre histoire commune nous y aideront. La France poursuivra également la coopération transatlantique, sans concession et en toute indépendance. Ce nouveau contexte, provoqué par l'élection américaine, exige plus que jamais que la France soit forte et qu'elle prenne ses responsabilités partout dans le monde, comme je l'ai fait depuis 2012. Ce contexte appelle également à une Europe unie et également capable de s'exprimer et de porter une politique partout où ses intérêts ou ses valeurs sont en cause. Je pense à la liberté, à la dignité, à la cohésion sociale, à la lutte contre la pauvreté. Enfin, des leçons sont forcément tirées de tout scrutin. Une élection américaine va bien au-delà des seuls États-Unis. Et cette élection vient après d'autres scrutins. Nous devons regarder en face cette situation et, là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples, y compris le peuple américain, première puissance du monde. Alors, nous devons trouver les réponses. Elles sont en nous et elles doivent justement être capables de dépasser les peurs, mais aussi de respecter les principes qui nous fondent, la démocratie et le modèle social. Plus que jamais, cette élection nous conduit à prendre les responsabilités qui doivent être les nôtres, celles de la France, et l'Europe étant l'instrument, le cadre même de ce que nous avons à faire, la France d'abord, la France en toute indépendance et l'Europe avec elle. Merci. Voilà donc pour cette courte allocution du chef de l'État français à l'issue du Conseil des ministres, François Hollande, qui a donc, comme le veut la tradition, félicité Donald Trump pour cette victoire, qui a également adressé toutes ses pensées à Hillary Clinton. François Hollande qui avait d'ailleurs appelé hier encore, jour de vote, les Américains à faire le bon choix. Un chef de l'État, Virginie, qui est déjà en train de tirer les conclusions de cette élection et qui prévient peut-être pour ce qui pourrait se passer ensuite dans son pays. Oui, effectivement. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il dit « J'engagerai sans tarder des discussions avec la nouvelle administration américaine et pas du tout avec Donald Trump ». Donc on sent qu'il y a une distance et qu'a priori, ce n'est pas Donald Trump qui était le favori du président français. Il y a des inquiétudes, évidemment, qui se posent. François Hollande l'a dit, notamment en matière d'écologie. Vous savez qu'il y a eu l'accord de Paris qui a été signé. Donald Trump a prévenu qu'il voulait revenir sur la signature
de ce traité. Il y a des inquiétudes aussi en matière militaire, puisque Donald Trump a dit qu'il voulait faire payer notamment aux Européens et également en Asie, à la Chine, au Japon et à la Corée, la protection militaire européenne. C'est pour ça que François Hollande parle d'une Europe plus forte, d'une Europe unie. Malheureusement, tout ça, ce n'est que vœu pieux pour le moment, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe parle de façon particulièrement unie. Et l'autre volet de son discours, c'était effectivement ce que signifie cette élection américaine pour le monde, puisqu'elle a plus de sens. Ça montre peut-être un changement d'époque, une ère du temps. Il y a eu le Brexit, il y a maintenant cette élection avec tous les sondeurs qui se sont trompés, avec effectivement, on a l'impression d'une distance entre l'élite et le résultat de l'élection. Évidemment, François Hollande pense aux prochaines échéances en France, à savoir la présidentielle en mai prochain. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, lui aussi, tout à l'heure, dans son message, il faut une France forte pour demain. Il faut une France forte. Alors, on est dans la campagne, là, très clairement. On est dans la campagne, mais d'ailleurs, peut-être qu'on aura confirmation, mais sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de commentaires vont dans ce sens. Il y a eu le Brexit, il y a eu Donald Trump. Que va-t-il se passer? Est-ce que ce sera Marine Le Pen en mai prochain? Parce que c'est une tendance de fond, la montée d'une certaine forme de populisme. Donc, François Hollande, pour l'instant, sa recette, c'est de dire une France forte. Il faut revenir aux fondamentaux de nos valeurs. Ce qui m'a quand même frappé aussi, c'est la conclusion qu'il a dit, c'est la France d'abord, en toute indépendance, et l'Europe avec elle, mais la France d'abord. Effectivement, c'est quand même assez surprenant pour François Hollande, qui, d'après ce que, enfin en tout cas, de ce que j'en suis, conclut rarement ses discours de cette façon. Vous parlez de ces réactions un peu partout dans le monde, réaction d'un autre Français, je vais vous la citer, c'était sur son compte Twitter, avant qu'elle ne soit un peu plus tard effacée. Il a peut-être parlé trop vite. C'est l'ambassadeur de France aux États-Unis. Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux, un vertige. L'ambassadeur de France donc aux États-Unis sur son compte Twitter, avant que le message ne soit supprimé. Hélène Arter, les Français qui vivent aux États-Unis s'inquiètent aussi, hein. Bien sûr. Ce que je trouve intéressant du dernier reportage, c'est quand même la disproportion. C'est-à-dire qu'en fait, nous regardons ce qui se passe aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que les Américains aient le même regard sur la France. Et très clairement, les électeurs de Donald Trump n'ont pas voté pour un président qui va s'investir dans les relations internationales. Ils ont voté pour l'Amérique d'abord. C'est comme une résonance dans ce dont on vient d'entendre. Donc très clairement, on l'a élu pour remettre l'économie au centre, éventuellement des relations internationales autour de l'économie. Mais je crois qu'il y a un décalage du regard entre l'Europe et les États-Unis qui est assez manifeste en la matière. Il n'a pas fait clairement partie de la campagne. Alors la France, oui, encore moins, disons-le sans aucune hésitation. Mais ce n'est pas le propre de la campagne de Donald Trump. On pourrait remonter des années en arrière pour finalement retrouver les mêmes idées. Quand Trump dit « je vais faire payer les membres de l'OTAN leur sécurité », c'est ce que disait déjà George W. Bush. Donc on est plutôt sur un continuum, là, pour le coup, qu'encore une rupture, finalement. C'est le personnage qui est différent des autres candidats républicains, mais très souvent, il y a des éléments de discours et de perception de ce que doivent être les relations internationales qui reviennent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été élu. Il y a cette autre réaction là qui vient de tomber. Trump ne peut pas revenir sur l'accord nucléaire, l'impératif utilisé par le président iranien. Il n'a pas envie d'y croire, lui, évidemment. Il est en train d'essayer de le convaincre. Là, on ne sait pas ce qui va être fait. Hein. Mais en tout cas, Trump a annoncé qu'il voulait revenir effectivement sur cet accord qui a mis plus de 4 ans à aboutir. Et encore, je ne parle pas de la préhistoire de toutes les négociations. Ça a été une des grandes victoires d'Obama sur le plan diplomatique. Évidemment, on sait que dans le peu de ce qu'a dit Donald Trump sur sa diplomatie ou sur sa vision de politique étrangère, il veut un rapport beaucoup plus dur avec l'Iran. C'est presque une forme d'obsession, on peut dire. En tout cas, il veut des rapports... oui, il veut s'affronter... Alors, pas s'affronter à l'Iran, mais en tout cas, il se méfie beaucoup plus de l'Iran que ne le faisait l'administration précédente. Et dans cette détente qu'il y avait... Tout à l'heure, je parlais de détente à venir certainement avec les Russes. Au contraire, avec les Iraniens, on peut s'attendre à ce que les relations soient beaucoup plus tendues à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce qui a pu séduire justement l'électorat américain dans son discours de politique étrangère aussi réduit qu'il ait pu être
Je ne pense pas que le discours de politique étrangère, parce que déjà, ait eu quelque influence que ce soit. Déjà, il n'y a pratiquement rien eu. Et peut-être que ce qui a séduit, c'est de dire, on va rendre la grandeur à l'Amérique, on va rendre sa prospérité, et on va arrêter d'aller voir à l'étranger et d'intervenir sur le terrain étranger. Sachant que ce qui est assez contradictoire, c'est que par exemple en matière de défense et en matière militaire, il n'est pas du tout question de réduire le budget de l'armée ou de réduire les dépenses. Non, au contraire, l'armée va rester extrêmement forte, les dépenses militaires et budgétaires aussi, mais il n'y aura pas de projection à l'extérieur. Ce sont les sujets économiques, évidemment, qui vont intéresser les Américains pendant toute cette campagne. Et ce qui explique aussi ce résultat des urnes. Karina, c'est quoi le programme économique de Donald Trump pour demain? À quoi il faut s'attendre en janvier prochain? J'ai un petit peu envie de dire, c'est aussi sur ces dossiers-là, l'Amérique d'abord. C'est un programme, disons, très nationaliste, voire très protectionniste. On a déjà abordé sur les questions commerciales. Il entend remettre en cause tous les traités de libre-échange, ceux qui sont actuellement en discussion avec l'Europe, avec l'Asie, mais également ceux qui sont en application, et ceux depuis un certain nombre d'années, notamment l'ALENA avec le Canada et le Mexique. Ça inquiète fortement le Mexique parce que ce pays s'est énormément développé, a pu se développer, notamment grâce à cet accord. Et puis, il y a aussi des mesures, disons, très agressives, comme par exemple le fait d'imposer des droits de douane très importants, 35% sur les produits mexicains importés, 45% sur les produits chinois. Et là, effectivement, on souligne un risque peut-être de guerre commerciale, ces partenaires commerciaux pouvant être amenés à faire de même, voire à baisser artificiellement leur monnaie pour pouvoir rester compétitifs. Il y a aussi cette mesure dont on a beaucoup parlé, le fait d'ériger un mur gigantesque à la frontière avec le Mexique et le faire financer par le Mexique, le fait d'imposer effectivement des conditions plus strictes pour l'attribution des visas, et ça a un impact économique important parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que de nombreuses firmes, de nombreuses entreprises utilisent ces travailleurs mexicains. Et puis il y a aussi, après la politique monétaire, vous savez, cette politique monétaire, elle a été très, on dit, accommodante, très généreuse. La Fed a fait tourner la planche à billets pendant de nombreuses années après la crise pour justement relancer la machine économique. Donald Trump s'est montré très critique pendant la campagne à l'égard de la Banque centrale américaine. Alors est-ce que celle-ci, qui était censée relever ses taux directeurs au mois de décembre, va-t-elle le faire? Peut-être pas, puisqu'effectivement on rentre un petit peu dans une période d'incertitude et peut-être que cela va la conduire à continuer à soutenir cette politique. Et puis, autre chose très importante, concernant le programme économique de Donald Trump, c'est, vous savez, il a dit qu'il voulait relancer la machine économique à coup d'investissements publics et également baisser très très fortement les impôts. On parle de 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars, vous savez, c'est la moitié de la dette américaine, une dette qui est colossale. Et ça, effectivement, c'est un autre point qui inquiète parce qu'effectivement, la réduction des déficits et de cette dette, ça n'est clairement pas la priorité de Donald Trump. Merci beaucoup, Karina. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec moi pendant cette nouvelle heure d'information. On reste évidemment à l'heure américaine sur France 24. Dans quelques instants, il sera 6 h du matin à New York. On ira évidemment prendre la température du côté des États-Unis à Washington. Réaction attendue également à Londres, puis Moscou. On a beaucoup parlé des Russes pendant cette dernière heure. On retrouvera notre correspondante justement pour faire le point sur ces nouvelles relations qui s'annoncent entre Moscou et Washington. À tout de suite.